Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes, sérieux. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se jettent à la mer. On est dans la merde, j'ai plus rien à perdre, gamin, pas propriétaire, j'ai mal à la terre, putain. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, te crachent à la gueule. J'aurai pas d'indemne si je dépose ma dème demain, et pas d'amuse-gueule au siège de Google, certains. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se tuent à la crasse. Viens dans les égouts, voir tonton Ricou, au moins les métiers qui cassent, il en sait des masses, toi rien. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se lèvent aux aurores. Balayer les rues, démonter des grues encore, ou changer des draps pour un livret A, d'accord. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, veulent pas du gâteau. Je fais une allergie à tout ce qui est vide château. J'ai qu'un faux confort et un vieux passeport crado. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, refusent la légion. Les sciences et les arts, c'est pas des dollars, pauvre con, non je fais pas de nuance, si on parle finance, pardon. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, n'ont pas la lupie d'être millionnaire, puissant actionnaire, tandis demande à Richard qui bosse à Clochard City. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, n'écrivent pas l'histoire. Y a le bon citoyen et le citoyen, point barre. Les marches du pouvoir, c'est comme l'abattoir, ça craint. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ont un sang impur. Je suis comme mal à l'aise quand la Marseillaise sature. Je préfère les timbales de la lutte finale, bien sûr. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se trouvent dans les gares. Là sous ton index, loin de ton duplex peinard, on prend les transports, sardine, ton port, cauchemar. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes. Sérieux.
Gens qui ne sont rien. On a justement, en parlant de gilets jaunes, on a Nelson avec nous qui nous appelle de Lyon. Bonjour Nelson. Bonjour tout le monde, bonjour la radio, bonjour les auditeurs. Alors Nelson, nous on se connaît depuis un petit moment, depuis le mois de novembre du moins. Oui. A été le premier à intervenir aujourd'hui pour cette première émission. Magnifique. Et en parlant justement des gilets jaunes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux nombreux événements sur lesquels on se voit? Je voudrais plutôt parler d'un plus spécifiquement. D'ailleurs, on ne s'est pas vu malheureusement, mais ça aurait été bien. Oui, samedi. Oui, samedi. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, chez les Gilets jaunes, alors déjà, je voulais remettre une parenthèse sur le nom de l'émission qui dit les gens qui ne sont rien. Alors en fait, moi, je vais citer une célèbre chanson qui dit nous ne sommes rien, soyons tout. Parce que c'est nous qui faisons tourner la machine économique. C'est nous qui faisons qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de l'argent. C'est nous les producteurs. Donc en fait, nous ne sommes pas rien. Bien au contraire. Alors justement, c'est le titre de l'émission. Ouais. Voilà, mais justement, nous ne sommes pas rien. Enfin, nous ne sommes rien. Non, nous ne sommes pas rien. C'est juste qu'on n'a pas la conscience, ou trop de gens n'ont pas la conscience qu'ils ne sont pas rien, justement, que c'est eux qui sont tout et qui faisons tourner la machine. Voilà, cette parenthèse est en fait. Oui. Alors, je voulais revenir sur ce dont moi je voulais parler, vu que c'est le but du jeu, c'est de parler les choses. C'est de dire que par la lutte, dont les Gilets jaunes et bien d'autres personnes s'investissent, on obtient des résultats. Alors, ils sont pas toujours là où on croit, là où on voudrait, mais dans les faits, il se passe des choses. Moi, je m'occupe de la convergence Gilets jaunes Blouse Blanche. En fait, je m'occupe du secteur hospitalier. Le fait que des usagers prennent en main la destinée du service public hospitalier. Alors, pour reposer le cadre, il faut savoir que les usagers du service hospitalier, ce sont les premiers financeurs du service public hospitalier, à savoir que quand vous travaillez ou quand vous touchez des indemnités, il y a des cotisations sociales qui sont prélevées de par votre salaire et sur les charges patronales qui servent, et c'est ça qui fait tourner l'hôpital, les services publics hospitaliers. Donc dans les faits, nous sommes les premiers financeurs du service public hospitalier. Et bien sûr, nous sommes les premiers destinataires. Mais partant de ce constat-là, du fait que nous sommes les gens qui faisons l'argent, qui finançons le système public hospitalier, qui nous sommes les premiers destinataires, et en fait, on n'a quasiment aucun poids dans son budget ou dans son fonctionnement. Alors que Buzyn, Macron, qu'est-ce qu'il finance quoi? Il décide, et à quel titre il décide ces gens-là? Ça, c'est une question qu'on essaie de soulever et qu'on de mettre en avant. Et nous, de par cette convergence, on essaie de mettre un poids, enfin de mettre en place, de dire que voilà, c'est nous ne sommes pas rien. Nous sommes les gens qui finançons, nous sommes les gens qui décidons, et on veut que notre voix elle compte dans l'histoire. Donc du coup, ça se fait de plusieurs façons. La première, c'est par exemple en soutenant les travailleurs hospitaliers qui sont en lutte. Voilà, parce que en fait, le problème, c'est que dans leur lutte, ils sont relativement isolés dans leurs établissements hospitaliers. Et le problème, contrairement aux éboueurs ou aux cheminots ou les gens qui font l'éclairage public, ou le problème, c'est que tous ces gens-là, dans le domaine hospitalier, leur mouvement de grève, ils sont quasi, c'est pas qu'ils sont inexistants, c'est qu'ils sont assez inefficaces. Dans le sens où dès que vous déclarez un mouvement de grève, il y a un ordre de réquisition, une assignation qui tombe. C'est le préfet qui vous oblige à aller travailler. Donc en fait, ils sont dans une problématique où ils n'ont pas beaucoup de marge d'action. Et le fait qu'il y ait des usagers qui les soutiennent, déjà, ils disent en fait non, on n'est pas tous dans la bagarre. On n'est pas. Il y a des gens qui nous soutiennent et notre combat il est bon et on est soutenu. Voilà, ça c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est que nous, on intervient en tant qu'usager et en tant que financeur. Par exemple, quelque chose qu'on fait depuis 6 mois à Lyon et qui se fait dans d'autres villes aussi. En fait, on a constaté que le parking hospitalier est payant. C'est-à-dire que si vous allez faire vos courses au supermarché, le parking est gratuit. Mais si vous allez vous faire soigner ou si vous allez visiter vos proches qui se font soigner là-bas, vous devez payer pour ça. Et nous, on considère qu'il y a un gros problème, il y a un gros problème là-dessus. Dans le sens où on finance déjà ces parkings, on finance déjà ces établissements, et pour pouvoir en profiter, on nous demande de repayer une deuxième fois. Et sachant que bien sûr, ce sont des gros groupes, c'est pas les HL qui gèrent ça. Par exemple, à Lyon, c'est Vinci qui gère les parkings hospitaliers. Oui, c'est sous-traité, oui. Voilà. Donc
Alors eux, ils ont des gains, alors forcément, à gérer les parkings privés, enfin les parkings d'hôpital public, sur un domaine public, avec une délégation de service public avec une société privée. C'est ça? Oui, ils touchent des gains, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a quand même bien une société privée qui va se gratter au passage. Des questions, des réponses peut-être? Brice, Les ré- Amjad? Oui, enfin, je reviens sur ce que tu as dit, Nelson, au sujet de la mobilisation des usagers qui sont aussi contribuables et donc financeurs de l'hôpital public. Ils étaient plutôt nombreux vendredi parce qu'on a aussi fait un direct, on a couvert la manifestation Oui. à Lyon On des était blouses là. blanches. Et ouais, en effet, ils étaient assez nombreux à la manifestation et les professionnels de la santé qui étaient présents se sentaient aussi très soutenus Voilà. par leurs patients à l'hôpital et aussi à l'extérieur par les usagers et donc les contribuables et donc financeurs de l'hôpital public. Oui, ils se sentaient très soutenus par les usagers. Ouais. Voilà. Donc ça montre bien enfin, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est vraiment fondé, quoi. Quelle est la raison qui permettrait de payer un parking quand on va à l'hôpital? C'est pour gérer le flux? C'est pour éviter que les Alors, gens viennent se garer gratuitement et qu'ils vont travailler à côté? Voilà, alors l'excuse, entre guillemets, la raison qui est invoquée par les HL, et c'est vrai que c'est une réalité, on peut pas dire le contraire, c'est que c'est des hôpitaux qui sont en centre urbain, où tout autour, tout est payant, donc forcément les gens ont la tentation d'aller foutre leur bagnole à l'hôpital et d'y laisser la voiture un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Ok, ça je veux bien le comprendre. Donc si c'est ça, s'il y a des gens qui utilisent le parking hospitalier comme parking public, bon bah ok, très bien qu'ils le payent, ça je vois pas où est le problème. Par contre le problème, c'est que c'est les usagers et les familles d'usagers qui doivent payer pour aller se faire soigner ou pour aller voir leurs proches qui se font soigner. Je veux dire, par exemple, dans les enfin, ils pourraient très bien trouver un système où ou avec par exemple quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes patient, il y a des étiquettes, ce qu'on appelle des étiquettes, qu'on valide dans chaque service pour dire que vous êtes bien patient. Ça, par exemple, ils pourraient très bien se faire des étiquettes pour que les gens qui ont des étiquettes, ce soit gratuit pour eux, par Parce que exemple. les gens qui n'ont pas d'étiquette, ils payent quand même le parking? Mais tout le monde paie les parkings. Même les patients qui sont hospitalisés? Oui. La famille des patients? La famille et les patients, oui. Quand on va aux urgences, on paye. Quand on va pour Oui. un rendez-vous, on paye. Quand Bien on sûr. visite, on paye. Et Bien sûr. ce serait simple, en fait, je pense, de faire rembourser le parking au même titre que l'intervention, au Oui, même titre que oui. les soins. Tout à fait. Bah déjà, Les solutions techniques, enfin, je veux dire, les solutions techniques, vous allez à Monoprix, vous payez pas le parking. Il y a bien un système, dans n'importe quel Monoprix du centre-ville, eux, ils ont des parkings, et vous payez. Il y a bien un système de tickets qui est mis en place qui fait que vous payez pas. alors au CHU Saint-Étienne, justement, donc il y a les étiquettes pour les patients et les familles de patients, ils passent et c'est gratuit. Voilà. Donc, enfin, je veux dire, je pense qu'on vit bien dans le même pays, il me semble. Dire Saint-Étienne, alors ok, Saint-Étienne et Lyon, c'est pas exactement pareil sur quelques points, sur le foot et sur l'économie, tout ça. Mais je veux dire, c'est pas techniquement, il y a pas un abysse technologique entre les deux villes. Je pense que les solutions qu'il y a à Saint-Étienne, on peut très bien les appliquer à Lyon. Oui, après, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées justement au directeur général de l'hôpital public de Lyon? Alors, pour l'instant, pour ce qu'il en est sur ce sujet-là, pour l'instant, on n'a pas encore rencontré les HL. Les seuls rapports qu'on a eu avec eux, pour l'instant, c'est la dernière fois qu'on l'a fait, enfin pas la dernière fois, l'avant-dernière fois qu'on l'a fait. En fait, on a le responsable lui-même, le himself, le grand responsable de la sécurité des HL, qui est venu nous rencontrer en disant oui, bonjour, c'est la personne qui s'en occupait, oui, une des, tout à fait. Oui, donc voilà, qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? HEH, HFME, vous inquiétez pas, les barrières seront bien ouvertes, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a une directive au sein des HL qui est passée, qui dit que quand les gilets jaunes viennent sur les parkings hospitaliers, il y a un levé de barrière. Les levées de barrières, on en a fait du côté de Saint-Étienne? Oui, tout à fait. Il y a Sur les déjà eu, péages? bien entendu, déjà au niveau des péages et au niveau déjà de l'hôpital Nord, il y a déjà eu des levées de barrières, tout à fait. Voilà. Après, moi, ce que je trouve déjà, je me permets de réagir, hein, Bien sûr. on en revient toujours au même point. En fait, il y a ce système qui fait qu'on est obligé de payer, alors que normalement, quand on consulte, quand on va se faire consulter ou quand on va se faire hospitaliser, moi, je trouve pas ça normal déjà qu'on paye un parking. Non. Et pour moi, c'est honteux. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de. Et en plus, on peut le voir, hein, les tarifs actuels concernant les parkings, ils sont vraiment excessifs. On peut atteindre facilement 30 € la journée.
C'est l'équivalent de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est pareil, les tarifs sont vraiment, vraiment très, très hauts. Bah, je vais vous donner un exemple. Hein. Je reviens à ce que je disais l'avant-dernière fois, on l'a fait, on a le responsable des HIE qui nous informait que la directive des HIE disait que quand on était là, c'était gratuit. Très bien. Ce jour-là, on est venu se mettre en place. On est arrivé à la Guitoune où il y a le mec qui gère ce truc-là, qui fait les réclamations, les encaissements liquides, ceci, cela. Très bien. Il y avait une mamie, je sais pas, quelqu'un assez âgé, on va dire 80 ans à peu près, qui était en pleurs dans le bureau. Monsieur, vous vous rendez compte, 90 euros, j'ai laissé ma voiture 2 jours, vous me demandez 90 euros, je touche 800 euros de retraite par mois. Elle était en larmes, la pauvre dame. Alors pour la petite histoire, j'en ai parlé un peu avec elle après. Ils étaient de la Haute-Loire, son mari a fait un AVC assez important, et du coup elle a fait quoi? Elle a pris la voiture, elle a suivi l'ambulance. Elle a laissé la voiture 2 jours sur le parking. Ils lui ont facturé 90 balles. Donc ça c'est pour replacer le contexte. Donc il y avait la grand-mère qui était en train de pleurer au bureau, là, qui savait pas comment elle allait faire, parce que financièrement c'était trop compliqué pour elle. 10% de ses revenus pour une place de parking. C'est une réalité. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, on est arrivé, je dis, mamie, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'explique le truc. Je dis, attendez. Et je vais voir le mec du truc. Je dis, bonjour, c'est les Gilets jaunes, on vient pour le parking hospitalier. Oui, c'est bon, c'est déjà ouvert. Allez, mamie, donnez-moi le ticket, gardez vos sous, rentrez chez vous. Voilà. Alors que moi qui ai travaillé, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé aux urgences du CHU de Saint-Étienne. J'étais agent administratif, donc je connais un peu tout ça, hein, puisque nous on donnait les étiquettes justement aux familles des patients pour pas qu'ils payent le parking, ce qui était tout à fait normal. On va pas non plus faire en sorte que les personnes qui sont aux urgences reçoivent leurs parents, leurs enfants dans des conditions quand même. Là, on fait pas payer, je veux dire, surtout quand on est aux urgences. Il y a un minimum de respect pour l'individu et les personnes qui sont justement en hospitalisation de longue durée pour des problèmes cardiaques et autres. Il y a un minimum, quoi. Il y a le respect justement de l'humain qui ne s'arrête pas aux patients, mais également à la famille. Bien sûr. Ouais. Et je vais vous donner encore un autre exemple. Du coup, moi, quand il y a ce genre de cas, je dis, mais en fait, ça, c'est la raison d'être de la journée d'action, en fait. Et un autre cas, on est à l'hôpital de Croix-Rousse, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent un peu l'hôpital de Croix-Rousse, il est juste en haut de la colline, et l'accès au parking, il se fait par les bas. Donc, il faut monter avec votre voiture. Pareil, on est en train de faire le parking hospitalier, on voit une maman qui passe avec sa poussette, 2 gamins, la couche-couchière et tout. Je fais, tata, qu'est-ce que tu fais Mais je dis, elle m'a dit, le parking, il est payant, on est des ouvriers, on n'a pas assez d'argent pour ça, je viens donner à manger à mon mari, j'ai laissé la voiture dehors. Je fais, tata, c'est gratuit aujourd'hui. Elle me fait, non. Je dis, si, c'est gratuit aujourd'hui. Mais j'ai les enfants et tout. Je dis, laisse-nous la poussette et la couche-couchière et va chercher ta voiture et Raoul. Et elle nous a laissé les enfants, la poussette, tout ça. Elle est partie chercher sa bagnole, elle a monté tout le monde dedans. Au moins, ça fait du bien. Voir les gens qui repartent avec le sourire. C'est ça, c'est la raison d'être. Enfin, c'est ce qui, quand on voit ça, on se dit, mais voilà, c'est pour ça qu'on a pris 4-5 heures de notre temps aujourd'hui pour ça. Donc là, c'était samedi la dernière fois déjà, pour le lever de barrière. Le lever de barrière, c'était, celui-là, c'était, après c'est à différents moments, mais le dernier qu'il y a eu, c'était ce samedi justement. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'axe central sur lequel on travaille, qu'on fait tous les mois en fait. Et vraiment, à chaque fois, on fait signer une pétition, on fait venir les médias, enfin, on fait notre truc pas trop mal, quoi. On gère un peu la com. Et vraiment, nous, l'idée, parce qu'en plus, on travaille, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille avec les syndicats hospitaliers. Il y a le syndicat Sud, le syndicat FO, des hôpitaux à Dorario, qui sont partenaires du truc, qui sont signataires, qui soutiennent matériellement, qui sont présents sur les actions. Et ce week-end, donc il y avait une action un peu plus importante. On avait la CGT, donc on avait l'intersyndicale qui était représentée. Oui, j'ai vu les photos et les vidéos, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été ce week-end? C'est qu'il y a quelques semaines, on a appris que, en fait, les hospices civils de Lyon allaient fermer les urgences traumatologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les urgences traumatologiques? C'est si vous avez ce qu'on appelle la traumato, c'est une discipline, c'est pour les cas les plus graves. Genre, vous avez pris un gros crash en bagnole, vous avez pris une balle perdue, vous êtes tombé d'un échafaudage. C'est des urgences qui sont quand même particulièrement, avec techniquement assez importantes. Donc, il y a un service qui est dédié à ça, avec des professionnels qui sont spécifiquement formés pour ça, du matériel qui est dédié à ça. Et en fait, là, du coup, les HCL, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient fermer ces urgences la nuit. Et du coup, renvoyer tous les patients sur ces autres services d'urgence qui sont eux-mêmes déjà bondés. Donc déjà, et rediriger sur un autre hôpital des hospices lyonnais? Ou sur les, parce qu'il y a 2 services, il y a 2 pavillons d'urgence à Édouard-Herriot. Ouais. Il y a A et N. N, c'est justement là où il y a la traumato, et A, c'est pour les urgences, on va dire, un peu plus courantes. Voilà.
Et après, bah, du coup, soit ils renvoient sur l'autre pavillon d'urgence, ou alors ils vont renvoyer sur Croix-Rousse, sur Lyon Sud, ou dans le privé. Donc là, vous avez lancé un RIC justement pour savoir si oui Voilà. ou non les urgences traumato de Édouard Herriot doivent être fermées ou pas. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'il y a, on a fait un RIC ou un référendum, c'est suivant comment on voit la chose, pour demander aux usagers de dire, vous qui êtes financeur, vous qui êtes utilisateur, qu'est-ce que vous pensez du sujet? C'était vraiment dire, voilà, c'est maintenant, c'est vous que ça concerne, parce que c'est là où vous allez vous faire soigner. Du coup, on a fait ce référendum devant les urgences. Bon, on a fait un petit peu de figuration, tout ça, et du coup, les résultats ont été quand même été relativement sans appel, hein, on va dire. Il y a eu 179 votes contre la fermeture des urgences, 1 vote pour et 4 bulletins blancs. Et du coup, les HCL qui se targuent d'être à l'écoute de leurs patients, de la démocratie dans le sein de l'institution, et patati et patata. Là, on va prendre rendez-vous avec les syndicats, parce que nous, on ne peut pas y aller en tant que tel, hein, on n'a aucun statut légal. Mais on va y aller du coup avec les syndicats qui ont travaillé, on va prendre rendez-vous avec la direction des HCL et leur présenter les résultats de ce référendum RIC. Et théoriquement, ils ont un comité qui rassemble les patients, les usagers de l'hôpital. Est-ce qu'il il a été consulté? S'il existe? Ça, moi, je suis pas assez impliqué dans l'hôpital parce que j'y travaille pas. Alors, il y a des trucs, normalement, il y a des organes paritaires, mais qui sont consultatifs, qui n'ont pas décisionnels. Très bien. Nelson, il est... Alors, sachant, juste, je finirai là-dessus, Oui. pour dire comme quoi la lutte, elle paye, c'est que nous, on a déposé l'action vendredi. On a annoncé notre action vendredi. Dimanche, la cadre de santé est passée au service des urgences traumatologiques pour dire que ce projet était suspendu. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, on a fait reculer la direction des HCL. Ça montre que, oui, on ne gagne pas à chaque fois, bien sûr, mais on peut obtenir des choses. Et qui a pris cette décision, justement, de vouloir fermer les urgences? La direction des HCL. Ça, Oui, mais après, quelle direction? Moi-même, je suis pas hospitalier, donc c'est... La raison, elle est économique? Elle est quoi? Oui, c'est économique. D'accord. Donc l'hôpital, aujourd'hui, doit faire du chiffre? C'est ça? Ils vont pas vous dire que c'est pour gagner de l'argent ou pour en économiser, ils vont dire que c'est pour mieux gérer les moyens. Bah, il manque déjà des moyens dans l'hôpital public, donc je vois pas comment on pourrait transférer une activité dans un autre hôpital. En fait, c'est pour supprimer des postes, qui plus est. Bien sûr. Parce que si on transfère un service existant dans un autre service, c'est qu'il y a bien une fusion de postes à un moment donné, puisqu'ils vont se dire, bah, il n'y a pas besoin de mettre autant de soignants, d'aides-soignants. Alors que sachant déjà que les urgences à Lyon, c'est l'angoisse. Enfin, vous attendez 6 heures. Si vous avez un truc qui est bénin, vous attendez 6 heures. Donc, beaucoup de villes, justement, ils attendent très 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 longtemps. Bien sûr. Ouais. Et alors, c'est ça aussi la question qui se pose. Je veux dire la France, c'est quand même bien la 5e puissance économique mondiale, je me trompe ça, pas. il faut leur dire, hein, puisqu'apparemment, Mme Buzyn, il est plus en charge du dossier des urgences et de l'hôpital public, puisqu'elle est partie à la tête de liste de la République En Marche pour Paris. Donc, apparemment, ils s'en foutent un peu. Hein. Nous, on pose la question, on dit, mais la France, c'est bien la 5e puissance économique mondiale. Bah, il faut croire. Je ne sais pas, parce que moi, à la limite, qu'on attende 6 euros d'urgence, si on habite un pays comme, et sans vouloir m'attaquer à qui que ce soit, hein, mais un pays pauvre comme, je sais pas moi, le Zimbabwe ou le Pérou, je veux bien qu'il n'y ait pas de sous là-bas. Ok, ça, je veux bien l'entendre. En France, il y a de l'argent. Je veux dire, on a bien balancé 80 milliards dans le CICE, 80 milliards au CICE. On a balancé 80 milliards de 80 milliards d'argent à des entreprises sans qu'elles rendent aucun compte sur le sujet. Donc, les sous, il y en a. C'est juste que, il y a un moment, c'est un choix. Est-ce qu'on donne de l'argent aux entreprises sans contrepartie ou est-ce qu'on finance le système public hospitalier? Alors moi, je suis pour la défense de l'hôpital public et je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Je pense que le vote du référendum était assez clair sur le sujet. Hein. Voilà. Et ça, je pense que tout le monde y adhère. Hein. Oui. Après, je pense que c'est aussi à nous, en tant que, les militants, de trouver les moyens d'appliquer les gens là-dedans aussi, quoi. Très bien. Et c'est vrai, c'était le but de l'action de ce week-end. Il y a une prochaine action qui est prévue ou pas? Je pense qu'a priori, on va recommencer, parce que, alors, on a fait reculer sur la fermeture des urgences, mais il y a toujours ce plan des... Enfin, de toute façon, on va déjà voir ce qu'en dit... Ça va suivre. Normalement, on a rendez-vous la semaine prochaine. On va prendre rendez-vous la semaine prochaine avec la direction des HCL, voir un peu ce qu'ils disent par rapport à tout ça. Et puis après, on va voir ce qu'il y en est. Nous, dans tous les cas, on va continuer les parkings hospitaliers gratuits. Sachant que nous, dans l'idée, en fait, c'est que on essaie de ramener un certain nombre de signatures sur pétition
Et quand on estime 4 000 ou 5 000 signatures, à ce moment-là, on prendra un rendez-vous. Ça devrait le faire. Hein? Ça devrait le faire. Ah oui. Et nous, le but du jeu, c'est que quand on aura nos 5 000 signatures de pétition, que ça fera des mois qu'on fera ça, qu'on aura fait venir les médias X fois, que patati patata, c'est de reprendre rendez-vous avec la direction des HL et d'obtenir la gratuité pour les parkings hospitaliers de façon permanente, pas une fois par mois, pour les usagers et leurs familles. Ce qui est tout à fait pour moi normal et Oui. voilà. Le contraire oui. serait inacceptable. Bah, c'est ça. Et nous, le but du jeu, c'est vraiment d'obtenir des choses. Je veux dire, c'est aussi, il y a des choses qui se passent. Par exemple, là, maintenant, vous avez des entreprises privées qui sont dans l'hôpital, qui viennent vous démarcher dans votre chambre d'hôpital pour vous demander si vous voulez qu'ils viennent nourrir le chat ou ramasser le courrier chez vous. Oui. Mais c'est quoi cette histoire, en fait, là? Bah, il faut leur demander. Bah, c'est ça, c'est bien l'idée. D'autant plus que les services de prestations téléphoniques et de télévision ont toujours été délégués à des sociétés sûr. commerciales. Et ça, c'est aussi des choses qui sont un peu inacceptables de payer Bien pour sûr. regarder la télé, quoi. Bien sûr. Ouais. Alors, je veux dire, après, on va nous dire, oui, mais l'argent, l'hôpital a besoin d'argent. Oui, très bien. Mais à la limite qu'on prenne les 80 millions du CICE. L'hôpital a besoin de l'argent, c'est pas ça, hein. C'est simplement c'est que c'est l'ARS qui règle un peu tout cela. La Sécu paye l'hôpital en fonction des réglementations, des nomenclatures. Ici, ils disent qu'une opération, celle-ci, pour savoir fouler la main gauche, par exemple, et qui demande des soins, c'est facturé de temps. Donc forcément, c'est ce qu'ils disaient la dernière fois, c'est qu'ils sont plus habitués aujourd'hui à multiplier les actes pour essayer de faire rentrer de l'argent plutôt que de donner un budget à l'hôpital public en estimant justement quelles seraient les dépenses et éviter de ce genre de choses, quoi. Parce que si on commence à mettre des graduations, de parler de chiffres, N+1, N+2 pour regarder les fréquentations de l'année dernière, c'est débile. On peut pas Mais non. gérer Enfin, le la santé, flux. la santé, c'est pas un business. Non. Maintenant, bon, il y a des hôpitaux qui anticipent, hein. Je veux dire, quand il y a la grippe, ils mettent en place des services isolés où on va pouvoir mettre à disposition des infirmiers, des soignants qui vont recevoir des personnes qui ont la grippe. Donc ça, ils le font maintenant assez régulièrement. Mais hormis cela, je veux dire, on peut pas, on peut pas, Prévoir. on peut pas C'est pas quantité, prévisible. justement. C'est bien ça, oui. Enfin, le principe de la santé, on peut pas prévoir quand c'est que les gens vont être malades, quand c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre un accident de bagnole, C'est ça. quand c'est qui, enfin, et puis dans tous les cas, je veux dire, au pire, il y a de l'excédent, mais t'es fait des budgets là, enfin, qu'ils fassent des budgets larges. Au pire, il y a de l'excédent, bah, c'est pas grave, on le reporte sur le budget l'année d'après. Oui, il suffit d'un budget, d'adapter le budget en fonction des besoins, Voilà. avec Il y a de l'excédent, une marge il y a assez, assez Voilà, il y a importante. vraiment de l'excédent. On a fait tous les investissements, on a bien tourné, on a bien truqué, on a bien machiné, parfait, ok. Et ben on met l'argent pour l'année d'après, et puis ainsi de suite. Et encore là, on parle pas justement de la précarité au sein même des hôpitaux, Ah bah ça, et ouais, parce que les contractuels, il y en a pas mal, et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, quoi, surtout aux urgences, dans des services de réanimation ou de gériatrie où on a des contractuels. Ça, je trouve que c'est ignoble. bah, il me semble bien que c'est bien Saint-Étienne que par la lutte, il y avait 200 titularisations qui avaient été obtenues. Oui, bon, après, c'est discutable, hein. Je connais un peu le sujet, Non, on va mais- pas non plus s'étaler. Oui. Moi, je trouve Non, ça anormal qu'une personne qui ait 12 mois d'ancienneté doit attendre 6 ans pour être titularisée ou avoir un CDI, voire 7 ans, alors que la personne, elle a fait ses preuves pendant 12 mois. Et à un Bah, moment si donné, ça il fait faut 12 mois. arrêter. Si ça fait 12 mois qu'elle est là, c'est qu'il y a Mais bien- même c'est 6 bien- mois, c'est je veux bien dire, qu'elle a- bah, oui, bien c'est sûr. bien qu'elle a sa place. Mais bien sûr. Donc pourquoi contractualiser en se référant à une réglementation? C'est parce que justement les directions des hôpitaux préfèrent ce format-là, ça permet de gérer le flux, et là on se retrouve justement dans l'aspect d'affaires que gèrent en général les Ouais, sociétés. C'est que voilà, ils font des estimations, ils font des chiffres, et puis ils disent ben, si on peut supprimer des postes là, l'ARS, parce que l'ARS, ce que ne savent pas les gens, c'est que l'ARS donne des subventions aux hôpitaux publics qui font des efforts d'économie. Donc, grosso modo, si un hôpital espère avoir 50 millions, j'aime bien schématiser avec des gros chiffres, parce que c'est des gros chiffres, hein, les hôpitaux quand même, hein. Bah oui, c'est Donc, pas pour 50 millions, on vous fait 50 millions de subventions, mais en échange, vous nous faites 20 millions d'économies. Et pour ça, on va supprimer des postes de titularisation, c'est on ça. va mettre des contractuels, puis on va pas les garder. Et comme les gens, on peut pas avoir aujourd'hui espéré un projet de vie. Mais le problème, c'est la qualité de soins aussi. C'est ça. Parce que Les un heures. professionnel de santé, s'il est serein dans sa tête de pas se dire est-ce que je vais me faire virer aujourd'hui ou demain, il a pas, ça c'est une charge. Oui, en on moins en dans sa rencontre tête. beaucoup hein, quand on fait les manifestations des contractuels, même avec les gilets jaunes, hein, qui ont peur justement de faire part un peu de leur quotidien, de leurs problématiques, parce qu'ils ont peur justement de perdre leur poste. Bien sûr.
Et il y a aussi cette contractualisation qui permet justement de mieux maintenir ces gens-là pour qu'ils se calment, pour pas qu'ils fassent de revendications, pour pas qu'ils aillent manifester, et puis voilà, Puis qu'ils acceptent toutes les heures sup qu'on leur demande de faire. c'est ça. Parce que le problème, c'est que si vous avez des gens qui sont à des postes stables, qui n'ont pas crainte de perdre, il y a un moment, on va leur dire, ouais, non, mais attendez, parce qu'en plus, voilà, le problème, c'est le problème du sous-effectif, dans les hôpitaux publics. Enfin, il y a des gens, ils en sont à des centaines, voire des milliers, il y a des services, oui, c'est des milliers d'heures supplémentaires. De toute manière, on fera bientôt une émission là-dessus en espérant qu'on pourra inviter des syndicalistes de l'hôpital public. Je pense qu'ils seront tout à fait, à mon avis, les connaissants, ils seront tout à fait d'accord pour y Bah, répondre. j'espère bien aussi. Ça Nelson, serait top. Pardon, Brice? Non, j'ai dit ça serait top. Ouais. Je voulais juste réagir sur quelque chose en parlant. On est en train de parler des hôpitaux. Faut quand même se dire que les moyens ne sont pas là. Non. Donc moi je préfère le dire, hein. Et que concernant les soins qui sont procédés en France, quand on aperçoit déjà que la ministre de la Santé prend la place de Benjamin Griveaux, alors que on est en pleine crise du coronavirus, enfin du virus chinois, où il y a quand même eu beaucoup de décès et il y a quand même eu beaucoup de cas, moi je trouve pas ça normal. Elle a un dossier, c'est elle qui connaît le Mais je dossier. crois qu'on lui a imposé, hein. Elle dit qu'elle a pris sa décision, on lui a imposé. Je pense qu'on lui a imposé, on lui a imposé. Non? On lui a imposé quoi? Qui c'est qui lui a imposé? Bah, c'est quand même bizarre. Je pense pas qu'elle soit à plaindre d'avoir Elle est- l'opportunité de briguer la mairie de Paris quand même. Elle a quand même des dossiers quand même assez importants, quoi. Je veux dire Oui, qu'on prenne bah, la décision de partir, soit qu'elle en avait, elle en avait un peu marre, ou soit qu'on Alors, lui a imposé. Non, non, non. Mais, Tout non, mais simple. ça, c'est pas la question. C'est est-ce qu'elle est là pour. Je crois que les ministres, ils sont là pour servir le peuple et les gens qui les ont élus. Bah, a priori, non. Je pense que ça l'intéresse plus d'aller faire la poule à la mairie de Paris que de s'occuper du service public hospitalier. C'est plus Tout à tranquille. fait. Bah, parce qu'on peut prendre la ministre de la Santé actuelle, elle n'y connaît rien. On peut prendre ça, aussi je le sais ministre de bien l'écologie, ça. il n'a jamais fait d'écologie dans sa vie. Oui, bah ça. Il faut quand même le dire qu'on a des ministres en France qui ne connaissent pas leur fonction. Non. Pas du tout. Il y a des gens qui sont au Madame gouvernement Buzyn, qui savent pas ce que c'est que le SMIC. moi, Qui elle connaissent connaît pas du tout le système hospitalier. Non. Pas du tout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai su, quoi. Mhm. Oui. Et en plus, elle a un dossier. Vu la lenteur de la prise des décisions, il y a quoi se poser des questions, justement. Bah, tout à fait, parce qu'il y a quand même un gros dossier concernant le virus chinois et il n'y a que elle qui a pour le moment le dossier sous les yeux, il n'y a que elle qui l'a traité. Donc, je pense que les Français doivent avoir peur de ce changement déjà, de ce qui se passe dans le monde et en France. Parce que quand on aperçoit qu'il y a une ministre de la Santé qui change d'un coup de poste et qui veut bringuer la mairie de Paris, pour moi, c'est pas normal. Quand on voit Édouard Philippe, aussi Premier ministre, qui veut se représenter maire au Havre, c'est la preuve, on le voit clairement devant nos yeux, c'est la preuve que nos hommes politiques sont là uniquement pour l'argent. Ils connaissent rien du tout au niveau des postes. Mhm. Ils connaissent C'est- rien. C'est des carriéristes. Dans ce cas-là, c'est peut-être C'est une des bonne chose qu'Agnès Buzyn soit C'est- remplacée par un ancien médecin. Oui, oui et non, parce que c'est comme si on met Édouard Philippe ministre de l'écologie alors qu'il y connaît rien. C'est exactement pareil. Il était Premier ministre, ok, il était ancien maire du Havre, mais pour moi, quand on a une fonction, Oui, on c'est la un tient jusqu'au professionnel du bout. milieu. Mhm. C'est tout, Oui. exactement. Quand on a une fonction, on la tient, on la garde, et puis voilà. Enfin, moi, c'est Mais mon avis. pour en revenir sur moi, le truc que je voulais aborder, c'est que, c'est à mon avis une des raisons et une des choses importantes à faire aujourd'hui, c'est de dire aux gens, vous n'êtes pas rien. Enfin, il faut y aller en fait. On peut obtenir des choses, mais il faut juste aller au charbon. Je veux dire, la direction des HCL. Alors, le mérite ne nous revient pas entièrement à nous, parce que les travailleurs des services d'urgence se sont mobilisés, les syndicats ont fait du boulot aussi. Après, je pense que nous, le fait d'avoir apporté notre pierre à l'édifice, et selon les syndicalistes avec qui on bosse, ils me disent, vous avez une part importante sur le fait qu'ils reculent. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, dans le cadre des Gilets jaunes, dans le cadre de cette convergence Gilets jaunes blouse blanche, c'est vraiment de choper les gens à la sortie de l'urgence, leur dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et prononcez-vous sur le sujet. Et les gens, ils nous le disent, mais putain, mais c'est pas normal. Et je dis, vous trouvez que c'est pas normal? Ok, ben votez en fait. Exprimez votre voix. Donnez-nous du poids pour aller mettre la pression sur la direction des HCL. Vraiment, l'idée, c'est que les gens, ils s'emparent du sujet qui est un sujet qui est leur. On passe notre temps à nous faire croire que, oui, il y a des responsables, mais
Les responsables, ils passent leur temps à dire c'est pas notre faute. Bah, si c'est pas de votre faute, si vous n'êtes pas responsable, vous êtes responsable de quoi? Expliquez-moi. Parce que nous, les responsabilités, on va les prendre, hein, c'est pas un problème. Hein. Bon, Nelson, on va faire une pause musicale, il est 15h20. Ouais. Je te remercie en tout cas pour la disponibilité. Avec plaisir. Pour le premier rappel de cette émission, il est en gros le parrain de l'émission. Hein. Bah, merci Voilà. beaucoup, c'est très... J'espère que ça permettra de faire avancer les choses. Bah, c'est le but de l'émission, hein, c'est de redonner la parole aux gens. Et les gens qui ne sont rien ne sont pas forcément des gens qui ne sont rien. Non. Il y a des gens qui sont acteurs de la vie citoyenne tous les jours, Bien qui sûr. vont sur le terrain et qui essayent De faire avancer le public. voilà, c'est ça, et de faire en sorte justement de redonner envie aux gens d'être citoyens. Voilà. Merci Allez, Nelson. bonne continuation. Merci. Merci à toi. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous restez bien entendu sur Droit Citoyen, la web radio libre et citoyenne. Vous nous écoutez directement si vous le souhaitez sur l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Vous regardez en un seul mot Droit Citoyen. On fait une pause musicale et on revient juste après ça. La radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen. Tu m'effleures juste, mon cœur s'emballe, tu me rends nerveuse, c'est fatal, juste une odeur un peu fleur bleue, c'est viscéral ton parfum m'exalte, dans cette nuit froide, trop froide pour moi, réchauffe mon cœur avec ardeur, pour rien regretter, rien manquer. Laisse-toi aller vibrer pour moi, pour ne rien regretter, reste près de moi. Laisse-toi aller, je suis là pour toi, pour ne plus rien manquer, reste près de moi. Le désir monte, puis le temps s'arrête. T'as les cartes en main, dis-moi pourquoi tu ne fais rien. Je reste sur ma faim comme une orpheline, seule, sans plus rien. Je te cherche partout, mais avec toi, je vois toujours un peu flou. Dans cette nuit froide, trop froide pour moi, réchauffe mon cœur avec ardeur. Pour rien regretter, rien manquer. Laisse-toi aller vibrer pour moi, pour ne rien regretter, reste près de moi. Laisse-toi aller, je suis là pour toi, pour ne plus rien manquer, reste près de moi. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Les règles sont simples, écoute ton cœur, suis ton instinct, ne pense à rien, ne pense à rien. Laisse-toi aller vibrer pour moi, pour ne rien regretter, reste près de moi. Laisse-toi aller, je suis là pour toi, pour ne plus rien manquer, reste près de moi. Laisse-toi aller. Nous sommes de retour sur Droit Citoyen, il est 15h24 et aujourd'hui avec moi, dans l'émission Les gens qui ne sont rien, il y a donc Brice Telki,
Amjad et Théo, que vous ne voyez pas mais qui s'occupent de la régie, et de pouvoir éventuellement vous passer à l'antenne. Et justement, on a à l'antenne, on a une personne qui nous appelle de Lyon et qui s'appelle Manon, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour Manon. Salut à vous tous. Bonjour. Salut. Du coup, moi c'est Manon, j'ai 22 ans. Et je vous appelle un peu pour vous faire part un peu de ma situation et d'essayer d'apporter mon modeste éclairage en fait sur ma situation étudiante et sur les réformes politiques qui touchent actuellement mon université en l'occurrence. Alors, du coup, moi je suis étudiante oui. en lettres modernes à Lyon 2. Je suis en master 2 et idéalement j'aimerais bien enseigner plus tard. Et du coup, je vous appelais pour vous dire déjà d'une part que j'ai été très touchée par le geste politique d'Anas. Je pense que tout le monde ici est un peu au courant de ce que Anas a... Donc au mois de novembre, à Lyon, devant le Crous de Lyon, qui s'est immolé par le feu. Exactement. Et qui a soulevé les problèmes de précarité chez les étudiants. Il les a soulevés et ça a été pour moi et pour beaucoup, je pense, un élément déclencheur. Je veux dire, ça fait partie des gestes politiques qui éveillent les consciences d'un groupe en fait, parce qu'on est un peu comme les souffrances sont un peu dispersées sous forme d'archipel et d'un seul coup il y a un geste politique qui intervient dans l'espace public, là en l'occurrence devant le Crous en pleine rue, et d'un seul coup on se rend compte qu'on partage tous et toutes les mêmes souffrances et puis on discute et c'est comme ça qu'on se forme. Et du coup pour moi c'est vraiment ce qui s'est passé. Je veux dire, en plus de nos jours, on n'a plus besoin des partis ou des syndicats pour entre guillemets, recevoir et élaborer une éducation politique. Ça se fait sur le terrain et très rapidement. Il n'y a qu'à voir les gilets jaunes. En l'espace d'un an, les gens se sont politisés de manière fulgurante et très précise. Et bref, en tout cas, c'était pour un peu donner du contexte à moi, ce qui m'a amené à ce qu'on peut dire avoir un engagement et ce que je voulais aborder sur votre antenne, c'est tout simplement un peu ce gros mensonge qu'est l'égalité des chances à l'université par exemple, parce que ça a sa place sur votre antenne. Alors peut-être que Amjad pourrait aussi en dire quelques mots, non? Sur l'égalité des chances à l'université? Oui. Bon, je pense que Manon t'en parlera sûrement mieux que moi. Enfin, je pense voir à peu près de quel genre de choses tu vas parler. Mais oui, c'est évident que l'égalité des chances à l'université, c'est complètement faux. Enfin, moi, par exemple, pour pouvoir aller à l'université, j'ai dû déménager à 2 heures de là où mes parents vivaient. C'est beaucoup moins que pour certains autres. Mais en plus de ça, mes parents étaient plutôt pauvres, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu me payer de loyer une fois sur place. J'ai été boursier pendant longtemps, jusqu'à ce que je ne puisse plus être parce que trop de redoublements une fois arrivé en master. Donc là actuellement je n'ai plus droit à la bourse et c'est pour ça d'ailleurs que cette année-là je suis pas inscrit où que ce soit et que je travaille autant que je peux pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'année prochaine me réinscrire. Donc voilà, ça prouve que si mes parents d'ailleurs étaient plus riches, je pense que j'aurais pu m'inscrire, qu'ils auraient pu s'occuper de mon loyer et tout ça et que j'aurais pu continuer mes études sans interruption. Donc des personnes, de jeunes étudiants qui auront mon âge et qui sont issus d'un milieu social plus aisé n'auraient pas eu besoin, comme moi, de prendre une année pour arrêter de travailler, pour arrêter d'étudier, et de se mettre à travailler. Voilà, je te rends la parole maintenant. Je veux dire, ce témoignage-là, moi, je peux que le recevoir intimement parce que c'est plutôt ma situation. Moi, en l'occurrence, je suis issu de classes, on va dire, très populaires à Marseille, ce qu'on appelle aussi communément les ghettos. Et ça a été compliqué, ça a été un sacré parcours pour déjà tout simplement pour avoir accès à ce qu'on appelle la culture légitime, à s'exprimer correctement, à comprendre que si chez nous il n'y a pas de bibliothèque, que tout le lieu du savoir ce sera à l'école, et donc on mise énormément sur l'école. C'est le lieu où on peut devenir quelqu'un entre guillemets, et en fait ça fonctionne pendant pas mal de temps, je veux dire jusqu'au bac ça peut fonctionner, et puis ensuite arrive l'enseignement supérieur. Moi dans mon cas j'ai fait les classes préparatoires. Petit mot sur les classes préparatoires, c'est un milieu où la violence est extrême pour les gens qui viennent de tout en bas, quoi. Dans des classes préparatoires, on se retrouve, on n'est pas préparé à ça, on se retrouve Quelle sorte de violence? De la violence symbolique. Oui, j'ai pas précisé, mais, bien sûr, on nous quitte pas des coups, mais c'est de la violence symbolique, ça passe par... C'est morale et mentale, quoi. Ouais, ça passe Ça veut dire que vous êtes mis en concurrence?
Ah bah complètement, on est mis en concurrence, on est classé, on dégage dès la première année, si on a... On a perdu Manon, je crois. Jolie, on t'entend plus. Ouais. On va essayer de la rappeler pour voir. Je sais pas ce qui se... Ah oui, c'est bon, elle est revenue. Ah ok, ouais, désolé pour les petits problèmes. Parce que ce que je vais raconter sur les violences symboliques, pour donner quelques exemples si ça intéresse. On a par exemple des professeurs qui viennent un peu brider l'accent de province de certains étudiants. C'était mon cas, j'avais un accent marseillais à trancher. Et du coup, je l'ai complètement perdu. Oui, c'est ce que j'allais dire. On n'entend pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle la violence intériorisée, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on comprend que c'est pas comme ça que... Donc on discrimine les gens par rapport à leur accent en plus. Bien sûr, on nous fait comprendre aussi que qu'il y a certaines opinions politiques qui sont pas défendables, pas pertinentes. Enfin bref, bon, tout ça pour dire que ça c'était la violence des classes préparatoires et du coup j'en ai beaucoup souffert et je misais beaucoup sur l'université, sur les valeurs de l'université en fait. Valeurs démocratiques, valeurs d'ouverture, l'université, ok. En fait, c'est de la dissolution. On s'est fait une fausse image. On pensait qu'on pouvait aller vers quelque chose de bien. Et puis finalement, c'est autre chose. Alors, c'est un mur qu'on a pris en face. Ah ben, moi, dans mon cas, je suis revenue de loin, quoi. C'est comme si j'avais fait un catéchisme inversé. Hein. J'ai cru en la méritocratie dur comme fer. Hein. C'était vraiment une croyance, pour le coup, irrationnelle, quoi. Parce que, en fait, on se rend compte que quand on est en classe préparatoire, pour mon cas, je suis avec des gens qui viennent pour la plupart, de familles très aisées, qui viennent pas de province. Il y en a beaucoup qui venaient de Paris aussi. Ou du moins de lieux vraiment privilégiés et en fait c'est pas le problème de leur origine sociale, mais c'est juste le problème qu'on nous fait croire qu'il y a une égalité des chances à la base. C'est comme si on était des copies vierges quand on arrive dans cette salle de classe pour la première fois, alors que non. Malheureusement il y avait des gens à côté de moi qui avaient déjà lu tous les classiques et qui partaient avec des bases très lourdes. Ah oui, j'ai connu ça quand j'étais jeune. J'ai connu ça. Bien sûr, il y en a qui sont déjà en fait très instruits par leur famille, aux logiques scolaires en fait, aux logiques scolaires de réussite. Et ça c'est le rôle de l'école normalement, de redistribuer les chances, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, par exemple sur le plan de la langue, sur le plan linguistique. Sauf que c'est pas le cas en fait. C'est ça. Si tu manques il suffit d'être un étudiant étranger, tu te fais dégager en moins de 2. D'ailleurs, ça a été appuyé par les toutes récentes réformes qui voulaient faire payer les frais d'inscription aux étudiants étrangers. Donc ça veut dire que ces étudiants qui paieraient leurs études pour venir en France, si ils font pas l'affaire parce qu'ils sont pas capables de suivre des cours avec un français correct. Ah oui, mais en plus c'est même pas ça l'argument, hein, parce que les étudiants étrangers en question à l'université, on parle pas d'étudiants L1 qui viendraient d'arriver tout fraîchement sur le territoire. On parle de gens qui sont doctorants, qui ont un français parfois meilleur que le nôtre. Surtout à l'écrit. Et c'est ça l'ironie du sort, quoi. Et c'est ces gens-là à qui on va demander de payer de payer pour le déficit public en fait de l'université. On va faire juste une parenthèse justement, puisqu'on peut faire aussi un clin d'œil à ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans les CHU, dans les hôpitaux publics, où il y a justement des internes qui sont des internes étrangers qui viennent en France et qui suivent des cours des études de médecine et qui sont payés moins que quelqu'un d'autre. En fait, ils sont gardés en tant que médecins, mais ils sont sous-payés. Oui, et qui par ailleurs subissent du racisme. Moi, j'ai des témoignages comme ça de collègues auxquels, d'ailleurs, je leur passe le bonjour, des collègues en Ardèche qui sont médecins ou urgentistes et qui sont tunisiens et ils m'ont fait part pour la plupart des écarts de traitement quand on est étranger et quand. Avec les mobilisations actuelles là, au sein des universités, par rapport justement à ces étudiants étrangers, est-ce que ils vont aux assemblées générales, ils viennent vers vous, ils font part de leurs problèmes? Comment vous avez pu sonder un peu tout ça en fait? Parce que la précarité, elle est assez large dans la vie étudiante. Bon, alors pour le cas des étudiants étrangers, il y a eu l'année dernière quand ça a été annoncé de la part du gouvernement, il y a eu des mobilisations
des motions de certaines écoles et certaines facs pour dire qu'on contestait fermement cette politique-là. Après, il y a un autre problème, c'est que moi, personnellement, à Lyon 2 et Lyon 3, je constate, et d'ailleurs, on constate qu'il n'y a pas beaucoup, finalement, d'étudiants étrangers. Il n'y a déjà pas beaucoup d'ouverture à ce type de profil-là. Et c'est d'ailleurs ce que je regrette. C'est qu'en termes de diversité des profils, ça commence à se restreindre durement. Pourtant, à Bron, c'était un peu ça avant. Il y a quelques années en arrière, il y avait quand même... Ouais, Bron reste le campus où il y a le plus de mixité sociale, c'est sûr. C'est sûr. Et après, c'est aussi celui qui en pâtit le plus. Oui, les moyens, les locaux... Ah, mais carrément. Enfin, ça a été construit... Alors bon, moi je suis pas d'ici, je suis de Marseille, donc je disais, je connais pas bien l'historique lyonnais, mais je peux en dire quelques mots parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Je connais pas. Je connais pas, mais oui, ça a été construit en périphérie. C'est moche, oui. Ah, très moche. Je vois à quoi il ressemble, mais j'en ai pas l'historique non plus. C'est très moche, très désorganisé, c'est très... Les locaux ne tiennent plus debout. Ouais. Et puis là-bas, c'est un lieu où sont concentrés un certain nombre d'enseignants et enseignantes vacataires, prac, et c'est les statuts les plus précaires. Ça aussi, c'est un sujet pour lequel on est en train de travailler dessus. Sur l'enseignement large, la précarité aussi des enseignants, c'est aussi important. Mais complètement. Moi, je voulais vous parler de quelque chose contre lequel je combats fermement là et qui touche particulièrement le bassin lyonnais. C'est ce qu'on appelle l'IDEX et l'université cible. Et en fait, ça, c'est un label, une sorte de grosse enveloppe de 800 millions qui a été attribuée du coup au bassin lyonnais, à certaines entités du bassin lyonnais. Donc, en gros, l'idée c'est que le gouvernement a fait un appel à projet, et notamment auprès d'investisseurs privés pour doter l'université et la recherche de financement. Et donc, on est censé recevoir pendant une durée pour l'instant de 10 ans, 25 millions par an. Et le truc, c'est que, vu comme ça, le label, il a l'air plutôt flatteur, on parle d'excellence et il n'y a pas de souci. Et ça vient, entre guillemets, solutionner le problème des déficits budgétaires. Sauf que dans le fond, il y a une vraie politique structurelle de restructuration de l'université qui est en train de passer. Il y a notamment la création du collège universitaire de premier cycle. Ça, c'est un truc qui est inédit. Je veux dire, là... Oui, parce que je suis étonné d'entendre cette appellation. Ouais, collège universitaire de premier cycle, c'est un truc c'est assez pompeux quand même. De l'inédit. Ça veut dire en gros que on va séparer le niveau master et le niveau des licences qui existait aujourd'hui de manière solidaire en fait. C'est-à-dire que les masters et les licences étaient plutôt sur le même lieu d'études et avec les mêmes professeurs. On pouvait avoir des maîtres de conférences qui sont assez prestigieux dès le niveau de la licence. Et là, l'idée, c'est de les séparer. C'est tout miser sur l'écart entre les deux pour que, en gros, seulement les étudiants qui passent au niveau master soient des étudiants de qualité. Des étudiants qui soient rentables, en fait. Rentables à l'égard du marché. Et donc, la sélection va se faire au niveau du premier cycle. Ce qu'on appelle le premier cycle, c'est les 3 ans, donc les 3 premières années du supérieur. Et là, en plus de ça, dans le collège universitaire de premier cycle, on va mettre des filières qui seront labellisées excellence à côté de filières générales. Filières généralistes qui seront pluridisciplinaires. Donc déjà, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner et on sait d'avance que sur le marché du travail, ça n'aura aucun poids. Enfin, je veux dire, moi, dans mon cas, qui fait des lettres modernes, les sciences humaines, si on commence à en faire un bullshit où on fait un mix, un peu de philo, un peu de lettres, un peu d'anthropo, machin, bon, tout simplement, ça ne vaudra rien plus tard. Et puis d'ailleurs, c'est pas ce qui m'intéresse de faire toutes ces disciplines-là. Et du coup, il y a une vraie politique, en fait, d'ouverture du milieu de l'enseignement au marché. Et ça, c'est aberrant, quoi. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est pas les valeurs de l'université que je défends. Je défends, moi, une université gratuite où tous les savoirs, aussi divers soient-ils, ils doivent pas se plier aux attentes du marché, n'en déplaise aux acteurs du marché. Une université où on ne fait pas de tri sélectif entre les étudiants qui seraient économiquement durables et les autres. Et en fait, c'est ce qui est en train d'être évoqué, quoi. Et c'est pas une volonté de l'ancien président Nicolas Sarkozy, ça? Alors ça, c'est depuis 2007, c'est depuis la loi Pécresse.
C'est un truc qui est assez vieux en fait. Hein. Ça fait au moins 3, Oui, c'est sous la 4 ans présidence de Nicolas Sarkozy. Ouais, carrément. Carrément. L'idée, c'était déjà en fait de remédier à ce qu'ils appellent la massification des étudiants. Oui, puisque D'ailleurs, c'est méchant. puisqu'avant, les ouvriers n'avaient pas accès à l'universalité de l'enseignement. Et là, on a l'impression justement qu'on régresse, qu'on essaye de privatiser justement l'universalité, de recréer des classes et de En diviser. fait, c'est pas créer des classes, c'est créer des classes qui vont opérer un tri. Déjà, il y a le tri au niveau du bac, il y a Parcoursup. Donc déjà, c'est un tri à l'entrée, avant même de pouvoir passer le seuil d'entrée de l'université, tu es trié par Parcoursup. Et ensuite, tu arrives en licence, et là, tu es trié par soit filière poubelle, soit filière d'excellence. Autant dire que la filière d'excellence, pour tous les gamins et gamines comme moi qui ont eu des freins psychologiques et sociaux à l'idée de faire des études, parce qu'on venait d'un milieu où déjà on se demandait si on était légitime à faire des études, autant dire que même pas on envisagera la possibilité d'aller dans ces filières d'excellence. Et puis de toute façon, les filières d'excellence, c'est des filières qui sont triées sur le volet, c'est les filières de droit, les filières d'économie. L'idée aussi d'ailleurs, je sais pas si j'ai explicité ça, mais de la part du gouvernement, c'est de rendre l'université attractive à échelle internationale, de la faire entrer dans la concurrence internationale. On vise les classements de Shanghai, alors qu'on n'a aucune chance au niveau des classements de Shanghai. Et d'ailleurs, tous les On est un peu à la ramasse aussi là-dessus, non? Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est pas ça le but de l'université. C'est pas d'être en concurrence avec tel et tel labo de Shanghai. Le but de l'université, c'est, comme je disais, c'est de permettre à toujours plus de gens d'avoir de nouvelles compétences, de s'épanouir par le savoir, d'avoir de plus en plus de possibilités de choisir son avenir. C'est pas d'être performant, d'être rentable pour telle application en biophysique. Évidemment que c'est important, la recherche en biophysique et que sais-je. Mais je veux dire, il y a d'autres urgences sociétales, quoi. C'est peut-être plus important de remplir la tête, de bien remplir la tête de nos citoyens et citoyennes que de penser à autre chose, quoi, pour l'instant. Donc ça veut dire que les étudiants aujourd'hui qui intègrent une filière universitaire, ils sont mis en compétition. Alors c'est pas encore, mais c'est en train de se faire. Enfin, du moins, ça va s'accroître. Après, il y avait déjà. Mais ça commence déjà avec Parcoursup. Ça commence avec Parcoursup. Là, il y a les E3C. Les E3C Oui. Que les bacheliers subissent. On a déjà fait un reportage là-dessus justement à Saint-Étienne. Ouais. En fait, le lycée a son bac, ce qui fait que en fait, il n'y a pas de, on n'apporte pas de comment dirais-je, de valorisation sur le bac en lui-même, puisqu'il y a certains collèges et lycées, enfin surtout des lycées qui sont dans des quartiers, des ZUP ou des ZEP ou des quartiers un peu défavorisés qui amèneraient moins de valeur à leur bac, puisqu'on pourrait dire que l'équipe enseignante a brader le bac. Voilà, c'est ça. Enfin, à faciliter le bac pour éviter que le lycée en lui-même soit déclassé au niveau national, puisque les lycées ont un taux de réussite, en fait. Hein, donc, voilà, donc c'est un peu bête aussi. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en gros, quelqu'un qui passe son bac à tel lycée, dans tel quartier difficile, aura une moindre réputation qu'un lycée privé. Voilà, on va déclasser, en fait. Mais c'est tout à fait la même logique qui se passe au niveau des universités. Et c'est là que j'aimerais vous pointer du doigt la cohérence de cette politique-là. Parce que si on en fait, ça a déjà commencé. Ouais, mais si on prend au cas par cas, ce que je veux dire, si on braque les projecteurs sur l'université ou uniquement sur le lycée, on comprend pas que c'est une politique d'ensemble qui est cohérente. Et du coup, si vous me permettez d'expliquer un peu ça, par exemple, là, ce qui se passe pour les E3C, c'est comme vous venez de l'expliquer, c'est en fait sous couvert de décentraliser, c'est-à-dire de plus mettre un bac qui soit national en fait, on régionalise. Donc chaque région, chaque territoire sera a priori libre de baisser ses exigences pour permettre un taux de réussite plus haut. C'est logique. Sauf que ce qui se passe dans la réalité, c'est que on connaît très bien les écarts territoriaux. On sait très bien que le lycée Henri IV, c'est pas le lycée. Tiens, allez, dédicace à mon lycée, le lycée Claude Monet à Vitrolles, qui était plutôt dernier du classement à échelle académique, quoi. Et le truc, c'est que il se passe exactement la même chose au niveau de l'université, avec ces labels d'IDEX là, ces labels d'excellence.
Il y en a un qui est posé sur le bassin lyonnais. Donc nous, c'est gentil, on va recevoir le label d'excellence. Sauf que moi, j'ai fait une année à Dijon, par exemple. J'ai fait une année universitaire à Dijon. Et Dijon n'a pas du tout ce label d'excellence. Et Dijon, je peux vous dire que j'ai vu des profs qui continuaient leur semestre gratuitement, bénévolement, parce qu'il n'y avait plus aucun budget. Et le truc, c'est que en laissant de l'autonomie régionale, ce qui se passe, c'est que la concurrence entre les territoires, elle s'accroît. Elle s'accroît et ça fait qu'il y a des facs qui tombent et des facs qui d'un seul coup deviennent monstrueuses. Et l'inégalité est terrible. Parce que du coup, si t'es né du côté de Dijon et que t'as pas les moyens de partir pour la Sorbonne ou l'université lyonnaise, bah t'es fichu. T'es fichu, tu te retrouves avec ce que t'as sur place, c'est-à-dire très peu de cours, parce que honnêtement, l'écart est incroyable. Sur la maquette de cours, mais j'avais 10 fois moins d'heures de cours à Dijon que j'en ai maintenant. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est des inégalités territoriales qui sont dramatiques. Là, pour le coup, je comprends plus. Je comprends plus comment on peut laisser passer de telles réformes en fait qui redessinent totalement le paysage de l'enseignement et qui assument complètement de mettre en concurrence, en compétition nos universités. Au lieu de les solidariser entre elles, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse. Donc à cela s'ajoute la précarité, bien entendu. Ah bah oui. Et puis autre chose aussi, parce qu'on a parlé des E3C, pour moi c'est terrible l'escalade de la violence qui est en train de se produire, de voir des policiers, les forces de l'ordre devant un lycée. Déjà depuis la loi travail. Alors au mois de décembre justement, on a vu une image qui avait circulé sur internet, un jeune homme, un jeune adolescent, il y avait même une vidéo qui s'était pris un flashball, c'est ça, en pleine figure? À Lyon? Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Et bon, alors, en plus, lui n'avait rien à voir. Hein. Lui n'avait rien à voir, même pas là pour le blocus, mais voilà quoi. Ça c'est, pour moi c'est terrible. La police c'est devenu un corps étranger en fait, un corps étranger dans le corps politique et corps social. C'est un corps qui fait ce qu'il veut, qui est complètement autonome, qui limite qui commence à prendre goût à des pratiques ultra débridées. En plus, il n'est jamais sanctionné. Enfin voilà, les forces de l'ordre ne sont jamais sanctionnées. Et on a l'impression que dans la psychologie des policiers, il y a l'idée de défendre l'ordre pour l'ordre, quoi, qu'il soit juste ou pas. Oui, enfin, ils ont un espèce d'ordre moral qui est propre à eux. Mais en fait, c'est pas moral, c'est juste bête et méchant. Parce que défendre l'ordre, je veux bien, mais défendre l'ordre juste. Et la démocratie, c'est aussi faire vivre des institutions, mais des institutions qui sont susceptibles de changer, de varier, de se modifier. C'est ça la démocratie. Là, actuellement, avec les blocages, est-ce qu'il y a justement de la présence policière? Oui, bien sûr, Bien sûr, il y a des intimidations de la part des présidentes d'universités. Alors, il y a justement cette présidente de Lyon 2 qui fait débat, qui crée des polémiques. Oui, carrément. Carrément, normal, je veux dire... Madame Dompier, il me semble. Ouais, enfin, moi je connais pas le nom, puisque nous, Nathalie Dompnier. Ouais, on a quand même des intervenants qui sont stagiaires et bénévoles chez nous, qui sont étudiants. On leur fait un petit coucou. Dédicace aussi à Madame Dompier, qui était militante extrême gauche et qui n'a pas hésité une seule seconde à... Ouais, ça, les retours de veste, on en connaît plein. C'est pas ça, c'est pas la seule. Hein. Comme quoi, c'est tout, de tout bord. Hein. Mais bon. En tout cas, voilà, elle a pas hésité une seule seconde à envoyer les forces de l'ordre sur son campus, alors qu'on parle quand même, d'actions qui sont quand même. Enfin après voilà, je sais que dans la tête des médias, faire un tag, c'est déjà tuer quelqu'un à couteau tiré. Afficher le fait qu'on gagne moins que le SMIC en tant qu'enseignant vacataire, ça aussi apparemment c'est de la violence, c'est de la dégradation de biens publics, enfin du matériel ou que sais-je. Interférer dans un CA, seul lieu où les dominants se retrouvent pour discuter de choses et d'autres qui sont capitales. Et si on interfère en tant étudiante, là aussi on a le droit à un petit stage au Comico. Donc voilà, ça fait partie de la répression qui est monnaie courante en ce moment et du coup, moi, ça me laisse penser que le seuil de violence, c'est pas nous qui le fixons, c'est pas les gens qui sont dans la rue qui l'ont décidé. Je rappelle un truc, c'est que les Gilets jaunes, au début, criaient quand même police avec nous. Alors Brice, justement, peut-être que lui, il peut réagir par rapport à ça. Moi, mis à part dire que niveau études, je me suis arrêté au CAP,
Donc, j'ai pas, on va dire, j'ai pas bringué plusieurs diplômes, j'en ai qu'un. Et ça me suffit d'ailleurs, parce que moi, l'entreprise où je suis actuellement, il y a beaucoup d'étudiants avec des masters, des licences, des bac+2. Et moi, je trouve honteux en fait que ce type de personnes que je respecte touche exactement le même salaire que moi, en sachant que déjà, j'ai aucune qualification, j'ai qu'un CAP, hein, tout le monde peut en avoir un. Et après, peut-être, c'est pas non plus le même cursus scolaire. Mais moi, je trouve pas normal que des étudiants qui sortent de l'université avec des gros bagages, moi j'ai qu'un sac à dos, eux ils ont quand même des gros bagages. Je trouve pas ça normal que ces étudiants-là sont obligés de fréquenter pendant presque un an, voire moins, voire plus, des usines pour faire de la prep, la logistique, parce qu'en fait, il n'y a pas d'emploi. En fait, le problème en France, c'est pas l'étudiant. Le problème, c'est que l'étudiant veut étudier, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot après. Il ressort avec des bagages, mais il va être obligé de mettre les pieds soit à l'usine, soit à Pôle emploi. Sauf si, bien entendu, après, oui, il y a le pistonnage, ce que je trouve normal aussi, hein, mais c'est pas normal. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Je trouve pas normal que des étudiants avec beaucoup, beaucoup de bagages, comme Manon qui est au téléphone, hein, qui, je pense, fait beaucoup d'études, et ben, je trouve pas normal que, voilà, il y a une précarité qui s'installe bah, il y a même des étudiants qui sont obligés de partir à l'étranger, comme j'en connais qui sont allés en Australie, au Canada, aux Mais je États-Unis. pense qu'ils sont plus contents de partir là-bas. Exactement, Ah oui. c'est ça le problème, c'est qu'ils sont plus contents de faire leur passeport, leur visa, que continuer vraiment les études en France. C'est ça. J'ai un ami justement que j'ai reçu hier qui, lui, va partir aussi en Australie, qui dit bye bye à la France parce qu'ils en ont un peu marre, justement. Et puis le salaire n'est pas le même. C'est ça. Voilà. Et la reconnaissance n'est pas la même. Exactement. Voilà. On aime bien être ailleurs, on est chez soi, que chez nous, en France, apparemment, au niveau études et au niveau travail, on ne donne pas les possibilités. Notamment, on peut faire aussi un parallèle avec les chercheurs, parce que les chercheurs ont beaucoup de problèmes. Et puis aussi la retraite. Puisque là, justement, on pousse l'excellence, on pousse les jeunes à faire des études longues et on pousse aussi l'âge de départ à la retraite. C'est pas normal. Ouais. On devrait justement, je sais pas ce que Manon en pense, mais quelqu'un qui passe des années à faire des études, ces études devraient être comptabilisées pour la retraite, puisqu'elle participe aussi, elle travaille, elle va quand même étudier, et on peut pas dire à des jeunes de passer 3, 4, 5, 6 ans d'études et de pas reconnaître justement leur qualification, leur bagage, et de dire, bah non, bah maintenant vous allez commencer à travailler à 30 ans, bah vous allez cotiser pendant 40 ans, ça fait 70 ans, et à un moment donné, il faut arrêter. Ah bah moi je suis complètement derrière mes enseignants, enseignantes qui se battent pour préserver leur statut pour leur retraite, quoi, tout simplement. Parce qu'en fait c'est pas qu'une mobilisation étudiante, faudrait pas croire que je prêche seulement pour ma paroisse. Non, mais on le voit assez sur les rassemblements où on va voir les gens, on leur pose des questions. Donc En fait, on voit qu'ils sont présents dans les manifs, hein. Non mais oui, mais c'est ça, mais enfin des fois on a l'impression que, enfin c'est du moins la rhétorique étatique, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas conscient de nos camarades, enfin des autres problèmes que vivent les citoyens. Moi, je pense. Oui, ils essaient de faire passer un peu ces gens-là comme des hypocrites, des égoïstes. Oui, qui seraient vraiment en train de défendre leur pur intérêt individuel, quoi. Comme si je comprenais pas que si je défends pas non plus mes professeurs, bah je me tire une balle dans le pied. Parce que mes professeurs, si je défends pas un allègement de leur souffrance au travail, si je défends pas le fait que ils n'ont pas eu de revalorisation des salaires depuis un long moment, si je défends pas le fait qu'ils ont des tonnes de paperasse et de bureaucratie qui ont rien à voir avec leurs compétences premières, si je défends pas aussi le personnel de la fac, sans qui l'institution elle serait même pas viable. Je pense aux femmes de ménage, aux femmes de la comptabilité. Et aux contractuels également, parce qu'il y en a aussi. Mais oui, carrément, mais à tout ce travail invisible là qui est menacé d'ailleurs dans l'université cible. Parce que l'université cible, ils vont enlever des postes de personnel comme ça, quoi, qui sont les petites mains de nos universités. Et ça, j'en suis bien consciente, quoi. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un engagement qui soit interprofessionnel, en fait. On parle de convergence, mais ça a sa pertinence de parler de convergence. Si je tends pas la main aux bacheliers qui rêvent encore d'aller à l'université, si je me bats pas pour que eux aient les mêmes et au moins les mêmes garanties que celles que j'ai eues moi, bah
vaux rien, quoi. Et pareil, si je veux enseigner, il faut que je soutienne mes enseignants là actuellement qui se battent Oui. Oui. pour être titularisés, pour avoir un salaire un peu plus élevé que 1400 quand on a fait plus de 6 ans d'études. Voilà, quoi. Enfin, ça me paraît couler de sens, mais apparemment ça l'est pas, quoi. L'idée c'est plutôt de faire de la fac un milieu perméable où tous les acteurs privés peuvent arriver. Alors là, dans l'université cible, si vous voulez des noms, on a Bouygues, Sanofi, Lafarge, EDF. Oui, bientôt, on va faire comme les stades. On va mettre le nom à côté on va appeler Lyon 2 Bouygues. Avec un sponsor. C'est Ouais, ça. non, mais quoi. On pourrait écrire une dystopie d'ailleurs, ça serait marrant, quoi. Tu vois, il y aurait des filières Bouygues, filières Orange. Ah ouais, bah il serait capable, hein. Bah écoute, le foot a été quand même le prémisse de tout cela, hein. Maintenant, voilà. au basket, ça va l'être, le rugby, ça va l'être. Donc oui. Et eux, ils ont qu'à chercher, si on file la métaphore, il y a le mercado des bons élèves et parmi ceux-là, bah, ils se servent, tu vois. Bah, ça va créer de nouveaux métiers en tout cas, hein. Comment? Ça va Pardon, ça va créer de nouveaux métiers. Non, moi j'y crois pas trop. Enfin, en fait. Non, mais c'était une boutade, mais c'est pas grave. Parce que tu parlais de mercato, donc il y a forcément. Il y aura des chasseurs de tête. Non, parce que, C'est ça. au contraire, je suis Bah, de toute manière, ça inquiète existe, pour, hein, dans les universités aux États-Unis, ça existe les chasseurs de tête. Oui, oui. Ah oui, Ah oui, oui, tout à donc fait. Ils offrent des bourses pour Ah, certaines ouais, ouais. universités, oui. donc je pense que je voulais que sur la com. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, Brice Telki, il me semble, et toi, de certains étudiants qui font le choix de partir étudier Oui. à l'étranger. Moi, c'est pas du tout. C'est pas du tout ton cas, quoi. Non, mais tout simplement parce que je suis bien au courant quand même de l'historique de l'université française. Et mine de rien, même si je suis en train de pointer du doigt les risques qui guettent l'université française, je suis bien au courant que par exemple, il suffit de traverser la Manche pour voir des frais d'université qui sont super élevés et qui Et ils s'endettent. les étudiants sur près de 10 ans, quoi. C'est vrai. ils s'endettent. Et en fait, on tend vers ce modèle-là, donc moi, je risque pas de prêter gage aux pays qui ont déjà mis en place cette politique-là, quoi. Oui, non, mais ça c'est clair. Après, comme j'ai dit, en France, en fait, le problème, c'est qu'on a deux catégories. On a la catégorie donc qui préfère ne pas faire d'études et travailler le plus tôt possible pour espérer une retraite assez enfin voilà, assez tôt, faire ses 40 années tranquillou. Et on a la deuxième catégorie comme toi et d'autres universitaires, hein, d'autres personnes qui font des écoles, qui préfèrent étudier jusqu'à peut-être 23, 24 ou maximum 25, 26 ans, mais qui sont plus dans l'optique, tu vois, de se dire en gros, ma retraite, j'en aurai plus, quoi. Comme on peut prendre le cas de mon médecin, et mon médecin, Dieu sait qu'il est quand même assez âgé, et ben voilà, il a quand même 70 ans, mais il est toujours là, quoi. Et moi, je trouve pas Oui, ça normal. il y en a beaucoup des médecins à la retraite, enfin qui envoyés Oui, de bien rentrer à sûr. la En fait, retraite. on manque des médecins. On manque vraiment C'est de ça. médecins aussi. Donc Notamment à c'est vraiment, Saint-Étienne, justement, il y en a pas mal. Mais à Rive-de-Gier où j'habite, il y a 15 000 habitants, il y a que 3 médecins. Et les 3, je sais qu'il y en a 2 qui sont vraiment âgés, dont mon médecin, hein. Et là, c'est des gens qui Et sont il y en a déjà qui âgés. partent. C'est Bien des sûr. gens qui sont déjà Bien âgés. sûr, tout à fait. Donc voilà, ça veut dire que les jeunes, les étudiants qui sont en médecine, qui font de longues études, ça rejoint un peu justement, c'est le désert médical qu'on parle, puisque les Oui. jeunes aujourd'hui qui passent de longues Bien sûr. études, ils n'ont pas envie de trimer toute leur vie. Recevoir 20 patients par jour, c'est pas faisable. Ah, mais tout à fait. Même plus, parce que des fois, ils le font 40, voire plus. Même si ils gagnent de l'argent, mais ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont perdu 10 ans de travail aussi. Mais bon, continuer au-delà de 60 ans, faire le psychanalyse, rencontrer les gens, les voir vieillir, mourir, ça doit pas être facile, hein, parce qu'il faut pouvoir se décharger aussi quand on rentre chez soi. Ah bah oui, non, mais ça c'est Donc, C'est il le faut même problème aimer qu'à son l'hôpital métier. au final. C'est le même problème qu'à l'hôpital au C'est final. ça. Quand on voit les patients s'enchaîner et tout ça, on peut pas traiter tous les patients comme on voudrait les traiter quand on est un médecin généraliste, j'imagine. Justement, en parlant de santé, la santé des étudiants, comment ça se passe? Depuis l'année dernière, déjà, la SMERA n'est plus caisse primaire d'assurance médicale, déjà, il me semble. Oui, on est passé au régime général. C'est Mais ça, bon, oui. ça à la rigueur. Et vous Ça, à la payez? rigueur, ça va. Vous payez quelque chose On ou... paye une cotisation au début d'année, ouais. D'accord. Bon, moi dans mon Mineur, cas c'est non petit. parce que je suis boursière, mais par contre le domaine de la santé c'est quelque chose d'intéressant. Tout simplement parce qu'on a parlé de précarité étudiante. Dans mon cas, l'année dernière j'ai eu des problèmes de santé assez conséquents et
bah déjà, je me suis heurtée tout simplement à ma condition précaire, c'est-à-dire que j'avais rien, aucune mutuelle. Et du coup, on comprend que voilà, c'est tout par nous-mêmes. Et même quand on fait la demande d'une CMU, et on comprend que ça demande plein de démarches administratives, type se déclarer seul fiscalement, blabla, enfin plein de choses. Donc déjà, c'est de grosses galères. Et quand on fait appel un peu à l'université pour avoir du soutien, ça a été mon cas. J'ai parlé à plusieurs assistantes sociales. Donc moi, j'ai eu cette chance de connaître entre guillemets les procédures sociales, quoi, parce que j'y suis habituée depuis jeune quand même. Et il faut toujours attendre. C'est au bon vouloir des commissions, et les commissions, elles mettent des plombes, et en fait les gens comprennent pas que derrière il y a des vies qui sont en jeu, mais vraiment, quoi. Enfin, moi je me suis demandé plusieurs fois si j'allais pas rendre mon appart. Ça rejoint justement le geste de d'Anas. Ah bah oui, complètement, mais c'est pour ça que ce geste il m'a profondément touchée, quoi, parce que on a essayé de polémiquer, est-ce que c'est un geste politique, Oui. est-ce que c'est pas un geste politique. On a fait une émission là-dessus. Mon Dieu, quoi. Ouais. Mais moi, je conseille un livre qui s'appelle Qui a tué mon père d'Édouard Louis. C'est un livre où c'est l'histoire d'une famille, en fait, où la santé du père est détraquée, quoi. Détraquée, et à la fin du bouquin, on a une sorte comment dire, d'envolée de la part du fils qui accuse, en fait, les politiques successives qui ont tout simplement eu des répercussions sur la vie de son père. Son père qui était dans une usine, qui a été vendu, qui a dû passer tout de suite dans une autre branche professionnelle, qui n'a pas arrêté de cumuler les activités. La politique, elle a une véritable répercussion sur la vie des gens, en fait. C'est comme on disait la dernière fois, les Gilets jaunes, pendant plus d'1 an, ont fait plus de politique que les politiques. C'est quelque chose qu'on avait discuté avec des représentants de la liste de Synthé la citoyenne, c'est que la politique, de toute manière, c'est quelque chose Mais nous, on la vit dans nos corps, quoi. C'est une histoire de destinée, quoi. Je veux dire... et si on fait pas de politique, de toute manière, on peut pas continuer à avoir une vision d'avenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui on enlève 5 € des APL, et c'est comme si on avait réglé un paramètre... qui a été déjà une première mesure du président Macron, qui a quand même fait beaucoup bouger les lignes et beaucoup couler d'encre. Et c'est pas pour autant que... Ouais, mais ça c'était en 2000... C'était en 2000... c'est la première chose. 2017, c'est ça. C'était au début de son mandat, donc oui, soit en 2017, soit très tôt en 2018. C'est ça. Et les Gilets jaunes sont sortis dans la rue en novembre 2018. Donc il y a eu quand même un moment donné où les gens ils se sont dit c'est pas normal, il y a des choses qui sont pas normales, et plus qu'on avance, et grâce aux Gilets jaunes, c'est ce que j'ai dit tout le temps, c'est qu'on a pu voir des choses qu'on voyait pas dans la société toujours, la souffrance, la précarité. On parlait tout à l'heure de mixité sociale, la pauvreté dans les quartiers. Il y a tout qui va mal, en fait. Et ce qui a permis aussi les Gilets jaunes, d'après moi, c'est de faire sortir un peu le pouvoir à l'état brut, quoi. Parce que le pouvoir, il a tendance à être subtil, quoi. La plupart du temps, on le voit pas comme assez... On l'évoquait avant, mais on n'en parlait pas autant, ouais. Et là, quand on le voit dans la rue, quand on voit devant des écoles, quand on voit devant des lycées, des flics qui n'hésitent pas à tirer sur des gamins, là, c'est ça le pouvoir aussi. Il faut le prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui conteste les violences policières. Enfin, j'espère du moins. Parce que c'est, comme je disais, les Gilets jaunes, ils ont au début de leur mobilisation, ils ont quand même crié police avec nous. Et puis rapidement, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Maintenant, ça fera l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, il est 16h, ça va être la fin de l'émission. Merci d'avoir pris la parole. Merci à vous. Avec plaisir, puis peut-être à la prochaine fois sur l'antenne. Ouais, sans problème. Merci en tout cas, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci en tout cas de nous écouter. Nous sommes en direct sur Facebook Live. C'est la première de l'émission Les gens qui ne sont rien. Et forcément, les gens qui ne sont rien ne sont pas forcément des gens qui ne sont rien. On fait une petite pause musicale, on revient et puis après on va conclure l'émission. Toute
gens qui ne sont rien, l'émission qui redonne enfin la parole à tous les citoyens et citoyennes. Pour participer, contactez-nous dès maintenant sur le live de l'émission depuis notre page Facebook officielle droitcitoyen.info. Les gens qui ne sont rien, une émission proposée par Droit Citoyen, le média libre et citoyen, et déclarée d'intérêt général par Monsieur le Président de la République. On est de retour pour le mot de la fin. En tout cas, merci pour ceux qui nous ont suivis. Nous étions en direct de Saint-Etienne pour l'émission, la première en tout cas, l'émission Les gens qui ne sont rien. C'était le premier direct. Donc c'est pour ça que ça cafouille toujours, les premiers directs avec nous, mais on a l'habitude. En tout cas, merci à Brice. De rien. Merci à Amjad. Content d'être là. Et puis à Théo qui est là-bas, au fond. Merci à vous. On va se donner rendez-vous, alors une prochaine peut-être. Avec grand plaisir. Toujours. Amjad, on sera présent. Théo. Avec plaisir. C'est pareil. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct de Saint-Etienne, il est 16h07. Vous pouvez bien entendu, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la web radio Droit Citoyen sur l'application mobile Orange Radio et Radio.fr, vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot. On va se donner rendez-vous pour le prochain direct live de l'émission Vote ta France. Pour jeudi prochain, on accueille la synthèse à la citoyenne à 20h30 et on va parler justement des seniors, du maintien à domicile des personnes âgées. Donc il y a plein de choses pour pouvoir aussi débattre parce que c'est intéressant les municipales. Il ne faut pas juste s'arrêter aux élections présidentielles qui arrivent, mais les départementales, les régionales et les locales, pour moi c'est très important d'en parler et d'inciter les gens justement à s'intéresser un peu comment sont organisées les communes. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission Les gens qui ne sont rien. C'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook Droit Citoyen.